réalité, je minimisais la portée de ses actions criminelles. Je ne savais pas qu'il avait déjà des antécédents. J'étais persuadée que par son jeu du psychopathe et conduit, ça s'arrêtait là et que dès que j'allais l'effrayer, ça allait se stopper net. C'est un grand acteur, vraiment, digne d'Hollywood. Ce mec est capable de vous sortir des larmes en 2 secondes. 2. Pourtant, il est fautif, il est coupable. 2 secondes, je vous dis, comptez 2 secondes, il se met à pleurer comme un bébé. Et vous, la victime, vous devenez le bourreau. 2 secondes. Ce mec est capable de vous jouer le mourant. C'est un individu malsain. C'est-à-dire que le fond de son être, son esprit, est noir. Moi, je vivais ma petite fille à côté, avec le père de mon fils. Nous perdons notre fille. Je subis une césarienne. C'était assez douloureux. Je préfère vous passer les détails de cette nuit. Parce que c'est très bouleversant, c'est très choquant. Et ça ne concerne rien de ce dont je parle ici. Ceux qui sont proches de moi, qui veulent en savoir plus sur cette histoire, n'ont qu'à se rapprocher de moi. Je suis ouverte, je vais leur en parler. Mais ici, pas du tout. Donc après ma césarienne, je retourne à la maison. Et puis je décide, tellement j'étais apeurée, j'étais en même temps perturbée par des agressions spirituelles. À l'époque, nous sommes en 2020. Et avant d'accoucher, j'étais allée me réfugier au monastère du Mont Phébé. Bon, pour ceux qui parlent de ma foi, je peux vous dire que je ne vais pas me vanter, mais ils n'ont même pas la moitié de la foi que j'avais. Mon grand-père était pasteur. Je vais vous dire ceci. Mon père était franc-maçon. Mon père n'a rien fait de mal sur cette terre à quiconque, à un quelconque individu. L'Église raconte beaucoup de choses. Mon père était souvent en larmes devant moi me disant, Julienne, quand je venais, parce que moi et lui, nous avions des échanges, je mets une parenthèse sur l'histoire de ma césarienne pour un moment et sur cette histoire de la sage. Je vais y revenir tout à l'heure. Je veux juste parler de mon pauvre père, l'innocent, qu'on a traité de sorcier pendant des années. Beaucoup de gens l'insultaient. C'est un sorcier, tout simplement parce qu'il était dans la franc-maçonnerie. C'est un démon, pourtant il a ouvert ses portes à plein de personnes qui sont devenues des gens plus tard, sans que quoi que ce soit leur arrive. Il les a aidés financièrement sans que quoi que ce soit leur arrive. Moi, j'ai même entendu des rumeurs selon lesquelles que mon père serait dans la franc-maçonnerie, loge à laquelle je n'ai pas adhéré. J'aurais sacrifié mes enfants. Oui, j'avais entendu des choses comme ça, j'étais abasourdie. J'entendais des rumeurs que faisaient... En réalité, c'était des rumeurs que les gens de ce quartier, ces démons-là, appartenant à la famille de cet individu, faisaient courir sur ma famille. Et à l'époque, c'était mon frère, le deuxième né, qui venait nous les rapporter. Parce que c'est lui qui les entendait. On a dit, il raconte partout que tu as vendu les enfants, papa est sorcier, patati patata. Je disais, mais je demandais,
tu te reconnais dans tout ce qu'il raconte. Non. Mais si tu ne te reconnais pas, pourquoi tu me déranges? Moi, ça me dérange, ça ne me touche ni d'être ni d'être. Mon papa n'est pas sorcier, nous ne sommes pas sorciers. Moi, je m'en fous d'eux. Laisse-moi tranquille. Lui, ça le perturbait beaucoup. Ça le perturbait beaucoup. Donc, mon père et moi, nous avions des conversations du type. Il voulait qu'on rejoigne la franc-maçonnerie, que quelqu'un soit coopté. Parce que pour lui, c'était, et c'est ce que moi j'avais vu, des, une histoire de parrainage, de réseautage. On va t'aider à accéder à ceci. On va t'aider à accéder à cela. Le seul point qui pouvait séparer mon père et ceux qu'il appelait ses frères, ce sont les cotisations astronomiques. Quand mon père arriva à la retraite, mon père ne pouvait plus cotiser de millions. Et mon père, lui, il était quelqu'un qui gagnait le million par mois. Et les cotisations étaient astronomiques. Mon père ne pouvait plus cotiser des énormes sommes d'argent. Il est retourné tranquillement s'asseoir à la maison sans que rien ne lui soit fait. C'est-à-dire qu'aucun de ses frères n'a eu quoi que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, parce que les gens racontent des stupidités. Ça, c'est une parenthèse juste pour parler de cette histoire. Parce que tellement ça me choque ce que nous avons vécu, ma famille et moi, les injures sans que nous ne soyons ce qu'on a raconté sur nous. Ça me dépasse pendant que moi, je vivais des atrocités et je fermais ma bouche. J'essayais de faire du mieux que je peux pour sourire à X, pour sourire à Y. Lui non plus. Parce que les mêmes personnes qui ont parlé de lui en tant que sorcier sont les mêmes qu'il avait accueillis dans sa maison en tant que sorcier, soi-disant. Parce que quand ils entraient dans sa maison, il était déjà franc-maçon. Quand ils en sont sortis, il était toujours. Quand il allait à la retraite, c'est là où c'est fini parce qu'il ne pouvait plus rien faire comme cotisation. Il ne pouvait plus rien leur apporter parce qu'il n'avait plus d'argent. Plus d'argent. Il avait d'autres choses à faire avec le reste de petits millions qui lui restaient. Comme s'occuper de sa petite famille. Donc, je commence l'histoire du laissage. Donc, on me fait la césarienne. J'étais au Mont Fébé, au monastère, parce que j'avais des petits problèmes d'agression spirituelle. J'avais subi plusieurs exorcismes. Et donc, pour moi, les exorcismes ne marchaient pas. Ça ne marchait pas du tout. Et c'est au Mont Fébé que je commence à avoir des petites contractions, des sortes de picotements. Et comme j'avais une précédente grossesse très difficile où j'ai perdu mon enfant de façon très violente, j'avais raconté ça à mon médecin. Je ne vais pas raconter cette histoire. J'ai vécu tellement de traumatismes. Je ne vais pas vous raconter ça parce que ça n'a rien à voir. Non seulement ma césarienne, l'histoire de ma césarienne et l'autre non plus n'a rien à voir avec ça. Je ne vais pas vous raconter ça. Je vais juste passer à mes agressions externes. Parce que je me retrouve donc à l'hôpital après des contractions. À l'hôpital, une clinique privée. Une clinique privée, ils font une bourde. J'ai failli mourir ce soir-là. Je passe rapidement. Je me retrouve à la caisse. À la caisse, on me sauve de justesse. Et à la clinique privée, moi, victime de mon état, ils m'ont fait raconter des choses pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas, sans poursuite judiciaire. Pendant que ma mère était choquée, avocate, certes de son état, était dans un état second. Elle était dans un état second, c'est juste après mon accouchement, la perte du bébé. Ils ont même écrit des tas de choses qui ne cohéraient pas parce que mon bébé était encore en vie. Quand ils m'ont transporté de cette clinique à la caisse et ils se sont mis à me briefer, j'étais dans d'atroces douleurs que je dois aller raconter là-bas à la caisse que je sortais de la maison. Il ne faut pas qu'on les inclue, sinon on ne va pas me prendre. Ce sont des personnes, des copains à eux qui sont à la caisse, qui travaillent là-bas. Sinon leurs copains vont me rejeter, on ne va pas m'accueillir à l'hôpital. Et puis, ça c'est quelque chose de très bref. À l'intérieur du bloc opératoire, j'entends parler de moi qui
dont l'utérus pourrait exploser si les anesthésistes ne font pas vite leur travail. Donc, ces gens voulaient carrément que je meure à l'entrée de l'hôpital. Si je ne mentais pas sur ce qui s'est passé, je ne devais pas être admise à la caisse parce que ce sont leurs amis qui étaient à l'entrée, qui me réceptionnaient. Ça, c'est une parenthèse rapide. Ceux qui veulent que je leur raconte cette histoire, je le ferai en aparté. Donc, je retourne à la maison après tous ces chocs-là, le choc de la perte d'un enfant. Je décide, étant apeurée par les terrains spirituels aussi, de suivre mon père au village. Nous allons nous installer donc au village pendant une certaine période. Et là-bas, je me repose, du moins je pense que je me repose. Quand mon père sent les terreurs arriver, il me dit, Julienne, s'il te plaît, reste calme. Il me calmait, il savait me calmer. Mon père avait les mots. Et tellement il m'apaisait que tout d'un coup s'était arrêté comme ça. Comme ça, d'un coup. Comme ça. Il me parlait, il n'avait pas de magie. C'était un bon boc, mais il n'avait rien en réalité comme boc. Il me parlait juste, Julienne, calme-toi, Julienne. Quand je lui parlais, papa, il y a ceci, il y a cela. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Il me disait, calme-toi, ça va aller, maman, maman, maman. Il me regardait, il me regardait. Il dit, maman, regarde-moi. Je lui dis, oui, papa. Il me dit, ça va aller, tu comprends, ça va aller. Tu vas t'en sortir, ça va aller. Tu vas t'en sortir, ça va aller. Donc, j'ai pas pu porter plainte à l'hôpital. Je me couchais donc à la maison. Donc, je traînais une grosse cicatrice de césarienne au village. Mon père est chef de... Pardon, il était. J'ai failli dire est chef parce que dans mon esprit, cet homme est toujours présent. Je n'ai pas du mal à accepter sa mort. Pour moi, il est décédé. Mais j'ai du mal à parler de lui au passé. On va dire ça comme ça. Et c'est naturel. Il faut un certain temps aux personnes qui perdent des êtres chers, un certain temps d'adaptation, un temps d'adaptation et pour pouvoir dire il était, il faisait, il disait. Quelquefois on peut buter, on dit il est. Mon père était chef du village de 3e degré de Mbengue Souk, dans l'Union Ekele, l'arrondissement de Msondo. Là, je dois couper, je vais revenir tout à l'heure sur une autre, avec une autre vidéo qui va vous expliquer le lassage.